90% des communautés rôlistes, si ce n'est pas la totalité, sont haineuses envers les minorités ou sont tolérantes des hommes violents, en partie et en dehors des parties. Le milieu rôliste étant constitué de 90% d'hommes blancs, il y a des phrases racistes et sexistes régulièrement, sans compter la transphobie qui est elle aussi courante. Les joueurs et les joueuses sont conscients que parfois X va trop loin, mais se sentent obligés de toujours laisser couler, voire même d'un rire par injonction à ce que tout se passe bien. On a eu affaire à une créature aux proportions hors normes. Tout d'un coup, le MJ et les autres joueurs ont eu à son égard des remarques grossophobes. Cela faisait 2 ans qu'on jouait sans heurts. Je n'aurais pas pensé être confronté à cette thématique. Au cours des dernières années, nous avons été les témoins horrifiés de la banalisation dans le débat public d'idées réactionnaires, fascistes, xénophobes, sexistes, transphobes, climato-sceptiques, classistes. Nos démocraties garantissent la liberté d'expression et d'opinion, mais ce que j'ai listé ne sont pas des points de vue, ce sont des infractions. Penser que le jeu de rôle est épargné par ces dynamiques, c'est fermer les yeux sur une violence systémique. Nous faisons partie d'une communauté où certaines peuvent recevoir des menaces de mort ou se faire agresser pour simplement utiliser des outils de sécurité émotionnelle dans leur partie. Plus que jamais, nous n'avons pas le droit de fermer les yeux, de minimiser ou de décrédibiliser les victimes. J'ai mené avec un ami psychologue une enquête auprès de communautés en ligne. Celle-ci porte sur l'usage des lignes et voiles, un outil de sécurité émotionnelle consistant à énoncer des thèmes que l'on ne souhaite pas voir dans une partie de jeu de rôle, les lignes, ou que l'on veut éviter d'aborder en profondeur, les voiles. L'objectif était de mesurer l'image que cet outil avait auprès de la population rôliste francophone, et d'ouvrir sur des questionnements relatifs à la sécurité des personnes employant ces outils. Après la diffusion d'un questionnaire auprès de plusieurs communautés, et l'analyse des résultats associés, 3 profils distincts de participantes ont été identifiés, et un entretien individuel, composé de 10 questions personnalisées, a été réalisé pour chaque personne. Malgré la disparité des questions, nous avons constaté une convergence des sujets et de leur traitement, dépassant le cadre de l'outil, mais englobant plus largement les thématiques de sécurité émotionnelle. Et, plus frappant encore, les témoignages ont mis en lumière des comportements discriminants et violents, que ce soit de représentation, de mots, qui ne sont ni marginaux ni légers, mais bien systémiques, étalés, avec une forme d'impunité d'action. Cette vidéo va être différente de mes essais habituels. Elle s'adresse à strictement toute personne ayant, de près ou de loin, pied dans le milieu du jeu de rôle. Ici, des doubleuses anonymes vont transmettre en intégralité les 3 entretiens anonymisés, pour lesquels j'ai eu le privilège de la confiance des interviewés pour vous les partager. Je ne vais que peu interrompre leurs paroles, seulement pour placer le contexte des questions. J'ai 3 objectifs en rapportant leurs propos. Vous transmettre que tout le monde est concerné, vous sensibiliser à l'usage des outils et pratiques de sécurité émotionnelle, et vous présenter les conséquences des manquements. Une autre participante nous a témoigné que la présence de lignes et voiles pouvait être stressante, car cela indiquait que des sujets durs pouvaient être abordés à la table. Avez-vous cette perception en tant que joueuse, ou des joueuses vous ont-elles fait ce retour lorsque vous étiez MJ? Alors, déjà, plein de compassion pour cette personne. C'est une notion dont on m'a déjà fait à de rares occasions part, et je l'ai accueillie sans jugement. J'entends que cela puisse induire un certain stress. Pour moi, il s'agit d'une méconnaissance des lignes et voiles, car justement, l'objectif est de borner les sujets pour ne pas se confronter aux situations anxiogènes. Même si cela veut dire, et cela peut être difficile, les évoquer au démarrage pour ne pas s'y confronter au jeu. Avec la majorité des personnes avec lesquelles je joue, y compris celles avec qui je joue 2 à 3 fois par semaine depuis 3 ans, on continue de s'indiquer nos lignes et voiles avant chaque one-shot ou campagne. On les réajuste souvent au cours de la campagne, car elles évoluent. Ce que je voudrais souligner de mon expérience, c'est qu'un jeu peut être apparemment très détente et drôle, mais parfois, certains et certaines joueurs et joueuses ont des réactions étranges ou violentes selon mes limites propres. Par moments, j'aurais aimé que les lignes et voiles aient été posées en amont. J'ai cru, par exemple, dans mes débuts de MJ, qu'il ne serait pas nécessaire de poser des lignes et voiles pour faire jouer des amis qui débutaient dans le jeu de rôle, un scénario très classique dans un clone de Donjons et Dragons. Il se trouve qu'en pleine partie, l'un des joueurs a choisi de faire un acte à son PJ qui me paraît immonde et gratuit sans aucune raison valable dans le scénario. Cela m'a paru complètement inapproprié et les autres joueurs et joueuses ont ri, pas moi. J'ai réagi en entravant l'action et en humiliant légèrement son personnage. Je n'aurais pas imaginé avoir cette thématique dans un jeu, et encore moins celui-là. Autre exemple, en campagne depuis des années avec un groupe très sympa, on a eu affaire à une créature aux proportions hors normes. Tout d'un coup, le MJ et les autres joueurs ont eu à son égard des remarques grossophobes auxquelles je n'étais pas préparée. C'était ma toute première campagne comme PJ, cela faisait 2 ans qu'on jouait sans heurts,
Je n'aurais pas pensé être confrontée à cette thématique. Là encore, pas de lignée voile posée en amont. Il y a des lignées voiles assez répandues, mais on ne peut pas imaginer certaines qui paraissent anodines et qui sont peut-être encore plus difficiles à partager. La phobie des plumes, par exemple. Une plume, la majorité du temps, tout le monde se dirait que c'est joli et mignon et doux et que sais-je encore, mais pour certains ou certaines, qu'une plume touche leur personnage, ce serait atroce. Parfois, les lignées voiles ne veulent pas dire sujet difficile pour le reste de la table, c'est une limite propre à chaque joueur et joueuse, et l'idée est de s'aligner pour que chacun et chacune ne soit pas mal en séance. Si ce n'est pas proposé à la table où je postule pour un one-shot, en général, j'essaye de prendre mon courage à deux mains et je les demande. Dans mes one-shots, en général, j'annonce les trigger warnings, si j'en repère, dans les sujets difficiles communs, et j'annonce l'utilisation des lignées voiles. Il est donc aussi possible que j'ai un billet de recrutement. Les personnes qui sont stressées à l'évocation de l'outil, qui les trouvent inutiles ou aberrants, ne viendront peut-être pas dans mes parties. Que la partie soit sur un thème propice à la détente ou pas, je les demande, en MJ ou en PJ, et ceux que je connaisse la table ou non. Si je sais que le scénario traite un sujet difficile pour moi, je les demande aussi. En général, je choisis les tables avec lesquelles je joue à ce type de jeu pour être très safe. Une autre participante nous a déclaré avoir eu un accident de sécurité émotionnelle important à une table de personnes qui, elle, connaissait très bien, qui jouaient ensemble depuis des années. Pensez-vous qu'une telle situation puisse arriver dans votre cas ? Ça pourrait arriver à n'importe quelle table, on n'est jamais totalement à l'abri, et le fait de très bien se connaître peut parfois même pousser à un excès de confiance. Dans mon groupe, qui se connaît depuis très longtemps, lorsqu'on a commencé à jouer, nous ne connaissions aucun outil de sécurité émotionnelle et personne n'était assez sensibilisé sur ces questions pour penser que ça pourrait nous être utile. Il y a eu à de nombreuses reprises des micro-accidents qu'on ne percevait pas comme tels, notamment beaucoup de remarques qui ne passaient pas pour tout le monde, souvent du sexisme banalisé. Elles amenaient à des frustrations progressives sur lesquelles je n'arrivais pas à mettre des mots. Lorsqu'on a progressé sur ces questions, sans instituer clairement entre nous les lignes et voiles, on a acté le fait que certains comportements n'avaient plus leur place lorsqu'on joue ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui existe dans la plupart des vieux groupes de rôlistes qui ne se posent plus la question de leur attitude. Si ça tourne depuis plus de 10 ans, pourquoi changer ? J'ai les échos d'un proche qui s'est fait inviter depuis peu à de tels groupes et qui pense que ces outils leur manquent. Il constate régulièrement les débordements dans une table qui est exclusivement blanche et masculine. Un malaise peut en découler mais n'est jamais verbalisé, probablement parce que les autres joueurs ont peur d'être celui qui brise la paix, l'équilibre. Les joueurs et les joueuses sont conscients que parfois X va trop loin, mais se sentent obligés de toujours laisser couler, voire même d'un rire par injonction à ce que tout se passe bien. Dans un tel contexte, on peut facilement envisager que ça devienne trop lourd pour quelqu'un. Peut-être que ça n'explosera jamais durant la partie, mais ça peut très bien s'exprimer par une personne qui progressivement arrête de se rendre disponible pour jouer, jusqu'à quitter définitivement le groupe, voire la pratique du jeu de rôle dans l'absolu. D'ailleurs, lorsque mon proche leur en a parlé, il a appris qu'il y a déjà eu des joueuses qui ont joint leur groupe, mais aucune qui n'est restée sur le long terme. Vous déclarez avoir la sensation que la simple mise en place de ces outils, par exemple dans le protocole de partie, fait fuir des personnes problématiques et ou dangereuses. Est-ce que c'est un ressenti ou cela a été confirmé lors de certains échanges ? Je constate régulièrement que parler de sécurité émotionnelle, dans l'annonce de la partie ou ouvertement, fait fuir de nombreux dégueulasses. Cela m'a permis de virer beaucoup de personnes dangereuses, notamment les hommes sexistes, racistes, transphobes ou ayant de gros problèmes de comportement antisociaux. Par exemple, lors de discussions en communauté, je constate que Y, qui n'aime pas la sécurité émotionnelle, est fan des IA et ayant des problèmes avec les femmes, n'aurait pas supporté de venir à une de mes parties. Ces personnes dangereuses allaient pourrir d'autres parties sans sécurité émotionnelle ou bien venaient négocier en des termes peu élogieux les conditions de partie, sécurité émotionnelle, date, etc. avec la délicatesse de pachyderme. J'ai parfois sous mes annonces de partie des rôlistes qui commencent des discussions haineuses et à rallonge, notamment sur la sécurité émotionnelle et les sujets inclusifs, politiques, et donc qui deviennent facilement identifiables. Ils s'excluaient donc eux-mêmes ou se permettaient en public d'avoir des propos déplacés, ce qui me permet encore aujourd'hui de faire un excellent tri avant les parties de jeux de rôle. En partie, cela m'a déjà permis de dégager des hommes qui se permettaient de violer la sécurité émotionnelle. C'est aussi un marqueur qui permet également de ne pas faire participer une seconde fois les hommes qui se permettaient d'être négatifs envers ces outils, car ces outils permettent de cadrer leurs comportements antisociaux et violents. Lorsque vous indiquez ce contre quoi un personnage veut se battre, que vous soyez MJ ou joueuse, est-ce que vous avez déjà respectivement fait jouer ces thématiques, ou vous êtes effectivement battu contre elles en jeu ? Comment cela a-t-il été vécu ? Pour remettre mes propos, j'ai sûrement écrit « contre lequel mon personnage peut se battre » et non « veut ». Il s'agit bien d'une situation qui n'est pas forcément attendue, mais qui, si elle survient, offrirait à mon personnage suffisamment de latitude pour agir à minima selon ses et mes convictions. Sinon, j'appellerais cela un phare,
espérer que mon PJ se trouve dans une situation où il serait amené à se battre contre X. Je ne veux pas que mon personnage soit forcé à faire des choses qui m'insupportent sous prétexte du contexte du jeu. En tant que MJ, je ne me souviens pas avoir mis dans les voiles quelque chose avec l'intention que moi ou mon personnage puisse se battre contre, mais seulement des choses que je veux éluder, ne pas creuser. Si on prend l'exemple du racisme ou le sexisme, si un scénario l'évoque, selon comment la question est traitée dans le scénario, je peux choisir de ne pas le faire jouer, notamment si c'est le cœur du scénario, car non aligné avec mes valeurs, le faire jouer en ne jouant pas cette proposition ou en la transformant. Par exemple, changer le genre des PNJ, changer leur tempérament ou leur discours, atténuer le discours, l'éluder, ou encore je mettrai probablement un PNJ en face, quitte à le créer, qui viendra critiquer ou contrebalancer les propos et actions du PNJ sexiste ou raciste. Sinon, son sort pourra être connu plus tard si les PJ n'en font rien. Je ne me souviens pas avoir eu recours à cette troisième stratégie, mais je me sens vraiment à l'aise dans l'idée de l'utiliser. Le tout est de respecter à minima le scénario, et donc de voir l'impact de ce voile potentiel sur le jeu. Parfois, il vaut mieux passer mon chemin. En tant que PJ, il m'est arrivé à plusieurs reprises de m'opposer à un PNJ, ou vraiment plus rarement à un autre PJ qui avait des valeurs opposées aux miennes, qu'elles soient dans les voiles ou non. Cela passe en général par des remarques, un échange ou débat, sauver la personne malmenée, engager un combat et surtout faire agir mon PJ dans le sens de la valeur opposée. Par exemple, en faisant preuve d'ouverture et de tolérance. En montrant l'exemple quelque part. Cela a toujours été bien accueilli ou vécu comme neutre si j'en crois les débriefings de fin de partie. Après, je ne suis pas dans la tête des autres joueurs et joueuses. Il m'est également arrivé, une fois, dans une campagne, à ce que mon personnage, déjà très mal émotionnellement, soit poussé par un autre PJ un peu maladroit, car ce n'était pas l'intention de sa ou son joueuse, mais provocateur dans son propos, à commettre un acte auto-agressif qui aurait pu conduire au suicide. Ce thème n'était pas dans les lignes et voiles initialement, un PNJ est intervenu pour aider le PJ à se calmer et à renoncer à ce geste. Il s'en est suivi une grosse discussion à trois avec moi, le joueur et le MJ témoins de la situation, afin de débriefer de la violence des propos et d'expliquer aussi l'impact de ces propos s'il était dans la vie réelle avec une personne en détresse psychique, car il n'était pas du tout conscient de l'impact possible. Il espérait bousculer le personnage pour qu'il réagisse et arrête de se plaindre. La conversation a été longue et difficile, mais nécessaire pour tout le monde. Et les lignes et voiles ont évolué pour la table suite à cela, car la scène avait été prouvante. Aussi, la sécurité émotionnelle en jeu de rôle est aussi un média pour aborder des sujets difficiles. Un moyen de déstigmatiser la souffrance psychique et un vecteur de prise de conscience quand on en est éloigné. Il permet d'inciter à prendre soin de soi et des autres. Pensez-vous qu'il y a un apprentissage progressif des lignes et voiles ? Les sujets que vous ne souhaitez pas aborder ont-ils évolué tout au long de votre pratique ? Oui, je pense que c'est très difficile de savoir à l'avance absolument tout ce qui peut être important pour nous. Souvent, on ne se rend compte que quelque chose nous dérange qu'en l'expérimentant pour la première fois. Et c'est pas toujours évident de mettre le doigt sur la raison pour laquelle cette fois-ci, cette chose-là n'est pas passée. D'ailleurs, nos lignes et les voiles ne sont pas toujours les mêmes selon les personnes avec lesquelles on joue. Au fil de l'évolution de nos relations, il est normal que les lignes et voiles évoluent aussi. J'ai longtemps cru que j'avais la chance de n'avoir besoin ni de lignes ni de voiles, mais en réalité, j'avais surtout la chance de jouer avec un MJ qui avait une sensibilité très proche de la mienne et qui était capable d'aborder des sujets très sombres et dérangeants d'une façon qui me convenait parfaitement. Jouer avec d'autres personnes m'a fait réaliser que cette sensibilité était nécessaire pour que je prenne plaisir à aborder ces sujets. Si je joue avec des personnes qui n'ont pas cette sensibilité dont j'ai besoin, ces sujets entrent dans mes voiles. Est-ce que vous avez la sensation que les lignes et voiles permettent de cadrer les comportements irrespectueux envers les minorités ? D'après vous, faudrait-il un dispositif spécifique pour bannir ces comportements ? Par exemple, une charte passée avec l'établissement de jeu ou avec la plateforme ? Oui, les lignes et voiles diminuent les comportements violents et discriminants en premièrement excluant les hommes violents et en partie en modérant la violence de ces personnes. Cela fait aussi un effet de groupe. Les joueurs et joueuses qui respectent la sécurité émotionnelle excluent socialement ceux qui s'écartent de la ligne. Malheureusement, ça ne fonctionne pas dans les tables à 100% masculines, car l'effet de groupe sexiste, de boys club, prend le dessus. Les lignes et voiles seules ne suffisent pas pour bien écrémer les rôlistes à mes tables. Étant donné que le milieu rôliste est constitué en majeure partie d'hommes blancs, il y a des phrases racistes et sexistes régulièrement, sans compter la transphobie qui est elle aussi courante. Au niveau individuel, je mets en place des règles supplémentaires aux lignes et voiles, avec des règles du respect de la répartition de la parole, des pronoms, en expliquant quels comportements anti-jeu ne sont pas tolérés. Au niveau collectif, il faudrait des dispositifs qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont appliqués dans aucune communauté de jeux de rôle. Il n'y a aucune modération des joueurs-joueuses discriminatoires et antisociaux-antisociales.
la liste noire. Qu'elle soit partagée entre personnes concernées ou propre aux associations ou aux lieux, permet d'exclure les rôlistes à problème. Il peut y avoir des green flags, une charte qui dégage les dangereuses et rend obligatoire la sécurité émotionnelle, qui affiche un soutien concret et public envers les minorités, qui a une modération active des comportements violents. Une bonne chose à mettre en place, ce serait le traitement anonyme et respectueux des signalements, surtout de la part des minorités. À l'heure actuelle, lorsqu'on dénonce un comportement dégueulasse, il y a du soutien inconditionnel envers les dégueulasses et une inaction complète des administrateurs, administratrices et modérateurs, modératrices de communautés de jeux de rôle. L'inaction va même jusqu'à exclure les victimes et tolérer les agresseurs. Les sanctions fermes sont aujourd'hui inexistantes alors qu'elles devraient être appliquées sérieusement. À travers un règlement strict qui protège de ces comportements et soutient ouvertement les minorités, et non pas des vagues « on n'est pas politique » ou des « soyez bienveillants, bisous bisous ». Enfin, si on veut vraiment aider, il faut se sensibiliser aux violences, notamment sexuelles, à travers le milieu du jeu de rôle. Cela peut être à l'aide de guides, d'ateliers, d'événements qui supportent telle ou telle association. Faire montre de respect et de tolérance envers les victimes qui racontent ce qu'elles ont vécu. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Les personnes, notamment les femmes et minorités, qui subissent des violences se font ouvertement silencier et menacer si elles parlent. Les seuls sites comme « Et pourtant elle joue » qui parlent de ces sujets sont inactifs depuis longtemps. On est au niveau zéro absolu dans le milieu rôliste malgré l'hypocrisie relative, c'est-à-dire les hommes qui se prétendent féministes et ou de gauche mais ne font absolument rien. En lien avec la difficulté qu'il peut exister à positionner les curseurs concernant les voiles, comment mesurez-vous jusqu'où vous pouvez aller, que vous soyez la personne concernée par ce voile ou que vous ayez la connaissance que c'est le voile d'une des joueuses? À qui incombe la responsabilité de dire stop? C'est une question très difficile. En général, avec mes tables, nous avons posé de jouer avec nos caméras activées. Donc déjà, je vois les réactions des joueurs et joueuses et ou de l'AMJ. J'y suis attentive, que ce soit quand je parle ou quand je sais que certains sujets peuvent être difficiles. Parfois, j'envoie un message privé à la personne concernée par le trigger warning, ou même si ce n'est pas dans ses lignées voiles, mais que son personnage est dans une posture délicate. Je fais cela pour prendre la température et proposer une main tendue s'il y en a besoin. Il me semble plus facile que ce soit les personnes non concernées qui disent stop avant que la personne concernée ait à le faire. Souvent, la personne concernée le fait trop tard, ou pas du tout. Par exemple, je suis du genre à prendre trop sur moi ou réagir après coup. Trop de personnes sous-estiment la sidération dans les situations choquantes pour la personne qui se retrouve dans l'impossibilité de prendre la parole ou d'agir ou même de fuir. Selon moi, une fois que la personne a réussi à partager ses lignées voiles, c'est à l'ensemble de la table de s'assurer qu'elles soient respectées et donc de les faire les siennes. Si la personne ne l'a pas partagé, il lui faudra du courage en séance pour le signifier elle-même si la table ne le repère pas ou endurer malheureusement. C'est exactement le genre de situation que permet de limiter les lignes et voiles à mon sens. Après, le curseur, c'est une question de ressenti qui peut nécessiter des ajustements dont on discute en débriefing ou hors partie pour les fois suivantes. Ce n'est pas simple. Le curseur peut être revu à la baisse pour limiter encore plus les descriptions ou malaises, ou dans de rares cas, mais c'est déjà arrivé, à la hausse, si la personne concernée a envie de s'y confronter, et dans ce cas, elle l'exprime clairement, et on en débriefe beaucoup pendant et ou après. Cela m'est déjà arrivé comme PJ à une table safe, de choisir d'y aller, et j'en suis fière après coup. J'ai déjà vu un autre PJ que moi le faire aussi. Dans les outils qui existent, pour adapter ce curseur dans la description, j'ai déjà vu proposer à certaines tables des repères visuels mis en avant par les joueurs, comme la carte X, mais avec des nuances. Pour dire « tu peux continuer, faire plus »,« tout va bien, c'est la dose juste »,« doucement, fais moins » ou « stop, c'est ma limite, baisse, passe à autre chose ». Certains ou certaines ont proposé parfois des gestes aussi pour le signifier. Par défaut, quand on ne connaît pas les personnes ou qu'on ne connaît pas leur curseur, on évoque le sujet mais on ne décrit pas du tout et on passe à la suite. Pensez-vous que mettre à jour de temps à autre, tous les ans par exemple, vos lignées voiles, pour un groupe se connaissant bien, peut permettre de prévenir les évolutions des participantes à la table? Ma pratique avec les nouveaux et nouvelles, c'est de demander une première fois les lignes et les voiles durant ou en amont de la séance. Premièrement, je donne la possibilité de le faire en privé si elles en ressentent le besoin. À chaque fois, je précise bien que les lignes et voiles pourront être amenées à changer. J'indique aussi que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas exprimé dans les lignes et voiles qu'elles ne seront pas légitimes à demander un stop si elles en ressentent le besoin. Cela ne m'est encore jamais arrivé, mais si jamais quelqu'un utilisait la carte X au cours d'une partie que je mène, je lui demanderai après coup si il ou elle a voulu rajouter quelque chose dans ses lignes et voiles. Dans tous les cas, avant chaque séance, je demande toujours à mes joueurs et mes joueuses si elles ont quelque chose de particulier à me faire part, incluant leurs envies, attentes et modifications de leurs besoins. On considère donc nos lignes et voiles comme une liste fluide et je constate avec certains groupes que plus le temps passe, plus nos lignes deviennent des voiles car on se fait confiance pour évoquer sans blesser. Avec un de mes groupes, lorsqu'on commence une nouvelle campagne ensemble,
On en est venu à ne rien définir en ligne et voile parce qu'on se trouve suffisamment en phase avec les sensibilités des uns et des autres. Nous nous sentons capables d'exprimer sereinement notre gêne si nécessaire, et on ne se doute pas que les autres personnes réagiront très bien si cela arrive. Je ne crois pas qu'un tel niveau de confiance serait arrivé si nous n'avions pas discuté de sécurité émotionnelle et si on ne s'était pas donné les outils appropriés en amont. Même à ce stade de confiance, on rappelle toujours que cela peut être amené à changer et que n'importe qui en début de séance peut exprimer des nouveaux besoins. Avez-vous un profil type ou des signes avant-coureurs qui vous font penser qu'une personne va exprimer des comportements masculinistes en jeu ? Oui, je n'ai quasiment jamais eu de problème avec les femmes ou des personnes LGBTQIA+. En revanche, j'ai plusieurs profils types chez les hommes. Premièrement, je me méfie des hommes âgés, notamment ceux qui n'ont aucune identité claire sur Internet et qui ne sont fans que de quelques jeux malgré leur longue expérience. Cela indique pour moi une certaine pauvreté de relations sociales et d'expériences qui favorisent les comportements masculinistes. C'est d'ailleurs avec ce type de personnes que j'ai le plus de gros problèmes en jeu. Sexisme, racisme, LGBTQIA+, phobie, problème de respect. En général, ils commencent à débattre des règles avant la partie, forcent les décisions de groupe, refusent de remplir les calendriers, dénigrent ma personne et la sécurité émotionnelle. Deuxièmement, les jeunes hommes ont parfois ce genre de comportement. Donc je me méfie aussi quand ils sont plus jeunes et lorsqu'ils font uniquement du Donjons et Dragons, Warhammer, Cthulhu par exemple. C'est la triade des enfers niveau comportement déplacé dans ces communautés. Ceux-ci ont des profils de cadres supérieurs ou vivent dans des milieux privilégiés et sont très actifs en dehors de la partie. Ils reproduisent les comportements de leurs aînés. Ils sont en général affiliés à des communautés rôlistes de droite et d'extrême droite et s'expriment avec violence envers les minorités sur les réseaux. Troisièmement, l'auteur de jeux de rôle Powered by the Apocalypse ou narrativisme à fond. C'est à peu près les mêmes types que les précédents, sauf qu'ils se prétendent amis du roleplay et des femmes, alors que pas du tout. Dans ces derniers cas, je vérifie si l'auteur est ouvert et respectueux lorsqu'il converse avec des publics minorisés et s'il n'a pas trop tendance à se vanter d'être un allié. On ne se vante pas d'être normal. Je précise que ce nouvel ovni, je m'en méfie que depuis quelques années, et les autres cas, c'est systématique depuis 10 ans. J'ai pu relever un certain nombre de signes avant-coureurs. Des débats non désirés, des hommes qui débattent pendant des heures de hors-sujet dont ils ont très peu de connaissances, des manques de respect avant même le début de la partie, faire gna 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 sur des points de règles univers ou de sécurité émotionnelle, corriger les fautes de frappe de la partie. Des personnes qui ne prennent pas le temps de lire l'annonce de la partie et posent 20 questions évidentes alors que tout est marqué sur l'annonce de la partie. Ce qui montre leur désintérêt profond. Ils se croient au fast-food et prendront donc tout à la légère en commençant par leur propre comportement déplacé. Ainsi que les joueurs qui forcent pour modifier la date et l'heure de la partie sans apporter de solution. Avez-vous déjà imaginé utiliser un questionnaire de consentement rôliste à la place des lignes et voiles ? Oui, j'y ai réfléchi et j'en ai déjà rempli une fois ou deux pour des parties, mais je n'y adhère pas suffisamment pour l'utiliser, même si, pareil, cela peut concourir à la déstigmatisation et qu'il a l'avantage de chercher l'exhaustivité dans les thématiques des trigger warnings les plus courants. Je préfère que chacun ou chacune s'exprime sur ce qu'elle veut en fonction de son actualité. Je trouve le questionnaire plus intrusif et parfois un peu trop figé par rapport à la libre parole, mais je crois que c'est très personnel comme ressenti. Aussi, si quelqu'un ne répond pas à une question en ne cochant aucune case, est-ce que la personne a oublié l'item et je devrais la relancer ? Ou est-ce qu'elle ne veut juste pas répondre ? Je ne veux pas avoir à me poser cette question pour ne pas pousser la personne à dire ce qu'elle ne veut pas partager. Je serais intéressée par une étude sur est-ce qu'il est plus facile de cocher une case sur un questionnaire, d'écrire le sujet soi-même à un ou une participant ou participante de confiance, ou de l'aborder librement et ouvertement à la table. Pour reprendre cet exemple qui peut surprendre, si j'ai du mal à parler des plumes, est-ce que je peux plus facilement le dire ouvertement ou en ajoutant un item ou en cochant une case ? Je trouve que répondre à un questionnaire est moins personnalisé et trop formel. Il ne me semble pas favoriser suffisamment la communication et l'expression de chacun ou chacune. Il peut avoir un petit côté anxiogène à mon sens, de par la longue liste de situations potentiellement anxiogènes, même si c'est pour être plus serein ou sereine en jeu. Au sein de votre groupe de joueuses qui se connaît bien, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des discussions non formalisées qui abordent la sécurité émotionnelle, ou est-ce un sujet qui est tu jusqu'à ce qu'il advienne ? Au sein de ce groupe, nous avons eu de très nombreuses discussions qui, sans aborder directement la sécurité émotionnelle, étaient suffisamment connexes pour arriver à y réfléchir. Au cours des années, j'ai pu discuter avec Ele de sexisme et de genre, et même sans aborder le sujet sous l'angle du jeu de rôle. C'est devenu un contexte comme tous les autres qui ont été affectés par notre progression sur la question. Le MJ principal de ce groupe et moi théorisons énormément sur le jeu de rôle ensemble, et donc également sur la sécurité émotionnelle. Je pense que naturellement, ces conversations nous ont amené à une certaine attitude qui fluidifie la compréhension de la sécurité émotionnelle de chacun et de chacune dans notre groupe, même lorsque ça ne s'exprime pas par une discussion sur le sujet. Avez-vous déjà reçu des pressions par rapport à l'usage d'outils de sécurité émotionnelle, par exemple les lignes et voiles ?
Oui, j'ai eu le cas d'un joueur connu déjà pour ses problèmes de comportement et banni de nombreuses communautés, qui a forcé pour qu'on joue avec un autre outil que les lignes et voiles. Quand on lui a dit non, il a explosé et a commencé à insulter tout le monde. La partie s'est automatiquement arrêtée. Plus généralement, j'ai déjà eu des vieux hommes qui ont essayé de gratter pour que j'enlève la sécurité émotionnelle en dehors des parties. Pendant les parties, ils dénigrent ouvertement les lignes et voiles, disant cette phrase « red flag », moi je n'ai aucun tabou. Que ce soit de manière directe ou indirecte, ils sont méprisants envers la sécurité émotionnelle, les règles de vivre ensemble, les femmes et les transgenres à la table. Pendant plusieurs conventions à Octogone, des vieux rôlistes, notamment affiliés au conseil d'administration, s'amusaient pendant plusieurs années à déchirer les cartes de sécurité émotionnelle des tables. Certaines communautés et conventions forçaient aussi pour que les MJ n'utilisent pas de sécurité émotionnelle. Maintenant, ils se font juste plus discrets et ont leurs partisans. Est-ce que vous avez la sensation que les participantes osent plus facilement mettre des lignes et voiles si celles-ci sont anonymes vis-à-vis du reste de la table? À une table que je ne connais pas, clairement oui. Pour moi, c'est plus facile quand c'est semi-anonyme. Que là où le MJ le sache, pour, si nécessaire, demander l'autorisation d'en discuter et cerner les besoins et limites éventuelles, me dire que le scénario n'est pas pour moi, sans spoiler les autres participants ou participantes, ou qu'elle fasse les transformations nécessaires si cela ne dénature pas le scénario. Qu'elle fasse un résumé pour toute la table une fois que chacun ou chacune ait partagé ses lignes et voiles me convient. Pour une campagne, je préfère que ce soit partagé et ouvert, mais je n'impose pas. On risque de passer du temps ensemble, autant savoir prendre soin les uns des autres. Éventuellement, pour un jeu où les thèmes difficiles ne devraient pas apparaître, selon la fameuse ambiance détendue et rigolote attendue, je peux éventuellement mettre un ou une autre participant ou participante que je connais bien dans la confidence. Je peux lui demander d'être attentif ou attentive si besoin et mettre le stop si nécessaire, si jamais une situation touchant à mes trigger warnings arrivait. De même, que cela me soit demandé ou non, je vais faire attention, même si ça n'a pas été déclaré par l'autre qui elle a un trigger warning, mais que je le sais par ailleurs. Mais j'essaye le plus souvent de prendre mon courage à deux mains et de demander à la table ou à la ou le MJ directement de parler des lignes et voiles. Quand je connais bien les personnes à la table, que j'ai déjà joué plusieurs fois avec elles, que c'est pour un one-shot et que je suis MJ, je laisse libre choix de l'énoncer devant la table ou de m'envoyer un message privé et j'ajoute anonymement. Ce n'est arrivé qu'une fois qu'une personne préfère me l'écrire anonymement plutôt que de le dire ouvertement à toute la table. J'en conclus donc que laisser le choix est une piste pertinente pour que chacun ou chacune s'exprime comme elle préfère. Utiliseriez-vous spontanément les lignes et voiles avec des inconnus lorsque vous êtes MJ? Si vous y allez en tant que joueuse à une table où vous ne connaissez personne et que personne ne parle de lignes et voiles, poseriez-vous le sujet sur la table? En tant que MJ, c'est un automatisme. Surtout si j'apprends que certaines personnes débutent dans le jeu de rôle. Je tiens à ce qu'elle ait conscience de l'existence de ces outils. En tant que joueuse, je ne rejoindrai une table où je ne connais personne que si je trouve le contexte suffisamment sécurisant. Je n'aurai pas forcément besoin des lignes et voiles sous cette forme, mais il faudrait au minimum une discussion claire en amont sur les sujets sensibles potentiellement abordés, et une assurance que les personnes avec qui je joue ont un respect de la sécurité émotionnelle de chacun et de chacune. Avez-vous pensé, essayé ou trouvé d'autres méthodes pour faire fuir des personnes mal intentionnées ou problématiques avant même que la partie ne débute? Oui, j'ai 3 méthodes. Montrer ouvertement que je suis contre les comportements violents et pour l'inclusion des minorités, rédiger la partie sous forme de contrat social avec mes attentes, envies, outils, etc. Et enfin le blocage. C'est un outil gratuit qui me permet une quiétude parfaite. Pour le contrat social, je mets de l'écriture inclusive dans l'annonce de partie. J'utilise le féminin inclusif aussi pour parler des PJ. Par exemple, les enquêteurs deviennent les enquêtrices. Ensuite, je dis que la partie est queer-friendly et que les comportements irrespectueux ne sont pas autorisés. Également, j'interdis les images issues de modèles d'intelligence artificielle générative. Enfin, je ne propose que des jeux en narration partagée, et lorsque j'utilise des licences connues, je mets une phrase qui déclare que je ne respecterai pas l'univers. Pareil pour des jeux dans certaines tranches historiques. Cela peut donner ce genre de phrase. Ce jeu ne prône pas le réalisme historique. Il n'est pas pourvu de misogynie, de racisme, de LGBTQIA+ phobie, humour oppressif, discours réactionnaires et fascistes, comportements anti-jeu, PVP, KO, sont proscrits. Les images IA ne sont pas autorisées en jeu comme hors jeu. Système des 3 chances. Au bout de la 3e remarque, la personne est exclue. Vous incarnerez d'anciens méchants, mais des méchants intelligents et qui ont la classe. J'ai également essayé de mettre au point pour mes campagnes, courtes ou non, des entretiens de 15 minutes maximum pour présenter l'univers et le ton de la partie, avec des questions pièges. Mais ce n'est clairement pas normal de devoir faire tout ça. Si je ne le fais pas, je me retrouve avec des hommes violents et avec des problèmes de comportement en partie. Moi et bien d'autres personnes, notamment femmes et LGBTQIA+, on est obligé de déployer plein d'astuces pour éviter les merdes ambulantes en partie. Vous avez déclaré utiliser des avertissements de contenu en ce qui concerne les one-shots. Lorsque vous êtes MJ, comment est-ce que vous faites pour les calibrer? Est-ce que vous ciblez large ou seulement les thématiques les plus critiques?
Comment gérez-vous l'équilibre entre garantir la sécurité en décrivant les thèmes et garder la surprise d'éléments du scénario pour vos joueuses? En général, je table sur les thématiques larges et les plus critiques. Par exemple, trigger warning, deuil, alcoolisme, horreur, insectes géants, violence. Je rajoute de toute façon les lignes et voiles, ce qui me permet de ne pas tout dire et de ne pas spoiler. Si je considère que le cœur du scénario est un thème difficile, qui doit rester une surprise pour les PJ, je pèserai le pour et le contre. Je vais lire attentivement les lignes et voiles et mettre d'autres outils de sécurité émotionnelle en place. Pour être honnête, je ne me souviens pas avoir dû faire face à cette situation. Ou alors, j'ai pu le gérer avec la table et les lignes et voiles. Pour notre exemple, un personnage qui doit être interviewé en prison, alors qu'à la base, on part sur une enquête autour de l'astre lunaire. Soit les thèmes compliqués sont connus en amont, soit c'est suffisamment gérable en partie. Avec une prison très humaine, où il ne voit pas le personnage dans sa cellule. Je pondère le contenu selon la table et les individus qui la composent. Quand les thèmes ont touché un sujet critique, on en reparle en séance ou à la fin, selon qu'un problème ait été évoqué ou senti en partie. Les parties les plus intenses émotionnellement que j'ai faites étaient des parties sans MJ, que je les ai facilitées ou non, avec de la narration partagée. On s'ajuste en temps réel avec la table, mais les lignes et voiles posées aident grandement à aborder les sujets. Les autres situations intenses ou difficiles, en campagne ou en one-shot, ont été amenées non pas par le scénario, mais par les joueurs ou joueuses y elles-mêmes. Je pense que je choisis les scénarios que je fais jouer. J'essaye d'être attentive au contenu, mais cela reste très personnel comme perception. Comment gérez-vous les évitements de dernière minute? Tout dépend de la situation, mais je ne m'impose pas une continuité parfaite du scénario, et encore moins au détriment de la sécurité émotionnelle de quelqu'un ou de quelqu'une. Souvent, il est possible de déclencher un événement brusque ou l'apparition d'un ou une PNJ pour totalement changer la situation en jeu. Si cela ne s'y prête pas, un fondu au noir peut faire l'affaire. Si le personnage concerné le souhaite, on peut aussi décider d'un retour en arrière qui amène à un déroulement et une conclusion différente des événements. Ensuite, je propose une pause si nécessaire. Si elle ne l'est pas, nous embrayons sur une nouvelle scène. Quelle que soit la situation, il y aura un petit debriefing pour acter ce qui a dérangé et éviter que ça se reproduise. Vous déclarez avoir fait face à des individus vraisemblablement très mal intentionnés qui ne respectaient pas la sécurité émotionnelle des autres participantes. Quels types d'agressions sont à l'œuvre dans ces cas? Cela part des réflexions passives-agressives, escalade aux blagues sexistes, racistes, LGBTQIA+phobes, malaisantes, puis va jusqu'à transformer le respect des minorités et ou des règles de la partie en débats d'opinion qui n'en sont pas, avec des insultes en prime jusqu'à mimer des agressions sexuelles en jeu, que ce soit avec leur personne en jeu ou hors jeu. J'ai eu des personnes qui faisaient exprès d'être ouvertement racistes et sexistes pour provoquer des conflits. Plus subtil, j'ai eu des hommes avec des problèmes de comportement, qui se dédouanaient lorsqu'ils provoquaient des problèmes de sécurité émotionnelle en partie. Ils abordaient des thèmes violents, scabreux ou dégueulasses volontairement. Puis se trouvaient des excuses comme « t'avais qu'à utiliser la carte X » ou « on peut plus rien dire ici ». Il y a aussi tout ce qui est pression et intimidation avant, pendant et après la partie à propos de la sécurité émotionnelle. Cela passe par des critiques, râler, inciter les autres joueuses à ne pas l'utiliser en disant que c'est de la merde, jusqu'à abîmer le matériel. Par exemple, déchirer des cartes X, supprimer des fichiers et mentir de ne pas l'avoir fait. Cela escalade parfois avec des critiques violentes après la partie, allant jusqu'aux propos diffamatoires et menaces de violence physique ou menaces de mort, ce qui m'arrive 1 à 3 fois par an. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers, les hommes violents réussissent toujours à se justifier et s'en sortir, vu qu'il y a zéro modération et zéro sanction dans les communautés de jeux de rôle. Avez-vous déjà eu à vos tables des personnes qui étaient hostiles aux lignes et voiles ou à d'autres outils de sécurité émotionnelle? Comment est-ce que cela s'est déroulé le cas échéant? J'ai eu plusieurs personnes qui n'étaient pas convaincues par les outils de sécurité émotionnelle en général. Il y a celles et ceux qui l'annoncent clairement. Moi, j'ai pas besoin de tout ça pour jouer. Pour moi, ça ne sert à rien. Ça casse l'ambiance. Et qui respectent l'utilisation par les autres, donc tout se passe bien au final. Je dirais que c'est la majorité des personnes que j'ai croisées, même si, encore une fois, j'ai peut-être un billet de recrutement quand je suis MJ, puisque j'annonce l'utilisation de l'outil. Quand je suis PJ, je vais plus facilement vers les tables où il y a à minima les lignes et voiles de proposer, ou la carte X. Disons, où la sécurité émotionnelle est abordée ou mentionnée. J'ai déjà eu, au cours d'une partie sans autres outils préalables que la carte X, un PJ qui s'est fait X-carder par 3 joueurs et joueuses sur une table de 6 ou 8 personnes, pour la même raison, et qui a clairement refusé la carte X. Son propos n'avait rien à voir avec l'action et la scène, et elle faisait un commentaire par écrit à côté, et a critiqué par oral directement l'utilisation de la carte X. Yel a dit que c'est exagéré de l'utiliser pour ça, il faut se détendre. Yel a été rappelé à l'ordre par un ou une modérateur ou modératrice présente, et d'autres personnes autour, mais a refusé d'enlever son message. Le ou la modérateur-modératrice a dû le faire elle-même. Le ou la joueur-joueuse s'est fâché en fin de session en débriefing, contre la ou le modérateur-modératrice, en disant qu'elle aurait pu elle-même retirer le message plus tard, et pour redire que ce thème n'a pas à être X-cardé, qu'il faut s'y faire et que ça arrive et que ce n'est pas grave.
Après ces événements, j'ai choisi de blacklister cette personne. Je n'avais pas la force sur place de lui expliquer pourquoi j'avais X-cardé et pourquoi déborder sur un thème qui peut lui paraître anodin n'a pas à être critiqué. En soi, je ne lui en veux pas d'aborder le thème, même sur le ton de l'humour, car Yael n'était pas au courant puisqu'il n'y avait pas de ligne et voile. Ce, même si c'était hors sujet par rapport au jeu en cours. J'ai du mal à comprendre qu'Yael ne mesure pas l'importance de respecter l'impact que cela peut avoir et d'en tenir compte. J'aurais préféré qu'Yael supprime son message et n'en parle pas, ou qu'Yael s'en excuse. Je tiens à préciser que cette personne n'était pas ouvertement contre l'outil en tant que tel. Yael était contre une utilisation qu'elle jugeait abusive dans ce contexte, en se basant sur ses propres représentations et sans tenir compte des autres. J'ai aussi vu la carte X être contestée dans une partie sans MJ, avec ligne et voile. Un ou une joueur-joueuse avait mis une carte X pour éviter l'arrivée d'un ou une joueur-joueuse dans la scène. Là où le joueur-joueuse qui jouait l'enfant a considéré que la carte X était abusive, car dite de confort et pas utilisée pour une véritable urgence, car là où le joueur-joueuse qui l'a posé a pu en parler avant posément et hésitait. J'avoue avoir eu la même impression dans la conversation, mais on ne sait jamais ce qui se cache sous une carte X, donc je ne l'ai pas discuté une seconde et appuyé pour que l'enfant n'ait pas toqué à la porte et ne soit pas présent du tout dans la scène. Encore une fois, pas de discussion sur l'existence de l'outil et son bien fondé, mais une remise en question sur sa bonne utilisation, et cela crée des tensions. J'ai aussi eu des remarques, plus rarement heureusement. On m'a déjà donné le qualificatif de wokiste, en le tournant comme une insulte, sous-entendu que moi ou les personnes qui utilisent la sécurité émotionnelle en feraient trop, dans la bien-pensance moralisatrice. J'essaye de passer outre, car je considère que si les gens pensent que j'en fais trop pour eux, on a probablement évité bon nombre de situations compliquées pour les autres comme pour moi. Souvent, je réponds « C'est ok, t'as le droit de ne pas apprécier, mais là, pour ce jeu de rôle, est-ce que tu veux quand même jouer en respectant de ne pas parler des lignes et de ne pas creuser les voiles s'ils venaient à être mentionnés ?» La réponse est toujours oui, avec ajouter « De toute façon, j'aurais jamais parlé de ça » ou « Faut être tordu pour se dire qu'on va parler de ça » quand il s'agit de thèmes répandus sans rapport avec le scénario ou le jeu. Parfois, j'aborde mon expérience du scénario détente décrit plus tôt, et cela suffit pour que les gens comprennent pourquoi je suis attachée aux lignes et voiles, même pour un jeu apparemment détente et humour. Sinon, je partage l'histoire de la carte X contestée et mon histoire personnelle. Un thème peut faire écho à un autre. J'ai rarement eu des lignes et voiles non respectées, à part quelques descriptions qu'il a fallu couper, et cela a été accepté. À titre personnel, une fois, il m'est arrivé de transgresser. J'avais fait une partie avec une joueuse qui avait mis dans ses lignes les femmes enceintes et grossesses. La partie suivante, sur un tout autre jeu, elle ne l'avait pas reprécisé. J'avais complètement oublié, alors qu'on avait joué quelques jours avant ensemble, et j'ai placé cela à la fin pour mon personnage. Et c'était logique dans ma vision, mais j'avais complètement oublié que c'était dans ces lignes qu'elle n'avait pas mentionné cette fois. Elle n'a rien dit. Je suis allée la voir ensuite pour m'excuser, mais elle n'a pas répondu. Je pense sincèrement qu'elle l'a mal vécu et j'en suis navrée. C'est pour cette raison que je suggère à ce que les lignes et voiles soient mentionnées chaque fois qu'on joue, même si on se connaît déjà. J'ai vu aussi des situations où la carte X est utilisée avec des rires de la personne qui la pose ou avec une saillie d'humour. Il arrive que des éléments étranges, rares ou anciennement comiques dans une partie précédente soient mis dans les lignes et voiles. C'est difficile, car si la personne en rit, on a envie de rire avec elle. C'est important de toujours demander sérieusement si c'est de l'humour ou si on doit en tenir compte. Quand c'est de l'humour, la personne le retire et on peut continuer d'en rire. Mais quand il y a un fond sérieux, alors il faut le respecter et se calmer. Pour l'anecdote, un PJ a eu à 2 reprises, sur 2 scénarios différents, par 2 joueurs et joueuses différentes, et à plusieurs semaines d'intervalle, subi une humiliation qui se voulait drôle ou stratégique. À la 3e partie, Yael l'a mis dans les lignes en riant, mais c'était sincère. Yael ne voulait plus avoir affaire à cette situation, ni que d'autres la subissent. Si je n'avais pas posé la question du sérieux, je pense que le reste de la table en aurait joué et ri encore. Le rire peut être un moyen de cacher sa gêne ou de minimiser, d'espérer que ce soit mieux accepté, ou simplement un rire nerveux, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux pour la personne. J'ai aussi vu des gens qui pensaient ne pas avoir besoin de lignes et voiles, qui ne comprenaient pas leur utilité, et qui ne mettaient donc rien dedans tout en respectant le principe pour les autres. À mesure des parties et des séances de jeu, parce qu'elles ont senti leur implication émotionnelle par exemple, ont vécu des choses en partie ou dans leur vie personnelle, ont demandé à ajouter des choses dans les lignes et voiles en campagne ou dans leur one-shot. Tout est une histoire de sensibilité, d'expérience, de conscience de soi et d'accepter de se montrer humble et vulnérable. Je ne dis pas que tout le monde doit l'utiliser. C'est acceptable, voire bien que certains ou certaines préfèrent garder leur sujet tabou ou difficile pour elles et s'y confrontent quand cela survient. Je les trouve très courageux et courageuses. Je préfère juste que ce soit un vrai choix. Je choisis quand et avec qui je veux que les situations qui me touchent profondément soient abordées.
Je ne veux pas être surprise négativement, choquée ou sidérée pendant une session de jeu, teintée d'émotions négatives en sortant d'une séance ludique sans l'avoir choisi, sans avoir choisi l'axe que ça va prendre ou le thème que ça va toucher. Je veux repenser à mes séances de jeu en me disant « C'était génial, on s'est amusé, c'était captivant et intéressant, voire je me suis dépassée. Je ne veux pas me refaire mes histoires passées et me morfondre pour une séance de jeu. » Pour l'anecdote, à une de mes tables de campagne récurrentes, un ou une joueur-joueuse a profité de mon retard pour parler aux autres d'un documentaire qu'elle avait vu, qu'il avait chamboulé. Quand je suis arrivée, Yael a arrêté d'en parler pour respecter mes lignes et voiles. Je l'ai questionnée et Yael m'a donné le nom du documentaire en me précisant qu'il touchait mes lignes et voiles, que c'était dur à regarder, qu'elle en avait frissonné d'effroi. Yael a été surpris d'apprendre, la semaine suivante, que j'étais la seule à avoir regardé. J'avais choisi de voir ce documentaire pour comprendre et apprendre, je savais à quoi m'attendre, j'étais préparée. C'était dur à regarder, mais intéressant. Les autres n'y sont pas allés, alors que le thème ne fait pas partie de leur ligne et voile, mais elles n'avaient quand même pas envie de s'y confronter. Tout est une histoire de choix. Pourquoi on s'autorise à filtrer les séries et leurs thèmes? On accueille en général bien les descriptions qui permettent de savoir à quoi s'attendre et on choisit de regarder ou de passer à la suite. Parfois, pendant le visionnage, on s'interrompt, on fait marche rapide ou marche arrière pour bien comprendre. Je pense qu'en jeu de rôle, on ne devrait pas s'offusquer de faire pareil. La seule énorme différence, c'est qu'en jeu de rôle, il faut tenir compte du groupe, avec des personnes qui ne partagent pas forcément notre sphère intime et qui, elles aussi, produisent une partie du contenu. Il faut donc se dévoiler à des personnes qu'on connaît peu et ou se mettre d'accord sur les limites du contenu en question, alors qu'on n'a pas les mêmes limites ou sensibilités, sans brider la créativité et l'amusement. Je pense sincèrement que la question de la sécurité émotionnelle en jeu de rôle dépend beaucoup de l'empathie. Il s'agit de dépasser ses propres représentations, ouvrir son champ des possibles, aller vers les autres et exercer son non-jugement. On pourrait même parler d'une forme de bienveillance ou de compassion, reconnaître l'autre dans sa vulnérabilité et chercher à le soulager ou le préserver au mieux. C'est aussi une question de confiance, à la fois dans sa propre capacité à encaisser, surmonter ou dépasser, mais aussi à partager ce qui nous touche, et aussi dans sa confiance en l'autre, en sa capacité à nous accueillir et nous respecter tels que nous sommes. Avez-vous des exemples de zèle qui auraient pu être faits sur la fermeté de l'application des lignes et voiles? J'ai plus l'impression que c'est un risque théorique dont on a peur quand on découvre le concept de quelque chose qui arrive réellement. Je peux surtout imaginer que cela arrive lorsqu'on joue avec des personnes que l'on connaît peu, de peur de mal jauger les limites et de blesser quelqu'un par erreur. Je pense que si c'est une préoccupation que l'on a, on aura tendance à se censurer quoi qu'il arrive sur les sujets que l'on juge sensibles, même si on n'a pas mis en place des lignes et voiles. Peut-être même qu'en poser peut, au contraire, nous rassurer sur le fait de pouvoir aborder certains sujets que l'on n'aurait pas osé approcher dans le cas contraire. Dans tous les cas, je pense que c'est pas une mauvaise chose de trop en faire, dans un premier temps, pour éviter un accident. Il y a largement assez de sujets à aborder en jeu de rôle pour en occulter certains, et si jamais cela devient une frustration, le temps et des discussions permettront d'affiner ce qui est souhaitable ou pas. Il reste possible d'aller bien plus loin en long terme si on a mis en place des outils pour se sentir serein et sereine. Dans quel contexte, cadre, rencontrez-vous le plus de comportements problématiques? Salle de jeu, convention ou en ligne? Et à l'inverse, est-ce que vous connaissez des contextes plus safe pour les personnes issues de minorités? Les plus graves comportements, que ce soit en termes de cadence comme d'horreur, cela a été lors de conventions, avec des vieux mecs gras qui se permettaient d'être violents en partie et envers les minorités. Il y a ceux qui ont des problèmes avec les femmes et les MJ femmes, et qui par exemple leur coupent la parole, leur expliquent les règles, et cela va jusqu'aux agressions. J'y ai vu et subi des insultes, intimidations, propos ouvertement sexistes, racistes, LGBTQIA+, phobes, allant jusqu'aux agressions sexuelles. J'ai arrêté d'aller dans ce genre d'endroits car ils sont ouvertement violents envers les minorités, quoi qu'ils prétendent être. Dans les clubs de jeux de rôle, les comportements violents sont minimisés et intimistes. Et étant donné qu'ils se connaissent tous, ils ne recadrent pas leurs copains dégueulasses. Donc que ce soit en convention avec des porcs qui apparaissent et qu'on doit gérer comme on peut, comme le fait qu'on n'ait pas les mains libres en club de jeux de rôle, j'évite depuis ces deux lieux où la violence règne. C'est en ligne que j'ai trouvé des groupes et communautés plus accueillantes. En ligne, vous pouvez vous créer des groupes de jeux de rôle. Même si ça prend du temps et de la patience, au moins vous êtes plus en sécurité et soutenu. Vous pouvez bloquer et fréquenter qui vous voulez. En présentiel, vous êtes obligé de supporter des vieux mecs dégueulasses et leurs potes. Les gens ont tendance à moins oser parler de leur ligne et voile, pensant que c'est être un fragile, de ne pas aborder tel ou tel thème pour les joueurs masculins. Pour les joueuses issues de minorités, les voix masculines prennent toute la place. Le jeu de rôle en ligne est donc plus safe, et c'est aussi le lieu où je trouve que les lignes et voiles et d'autres outils de sécurité émotionnelle sont le plus prolifiques. On a moins cette pression de groupe qu'en présentiel, on peut mieux réfléchir à ce que l'on veut en lisant et mieux choisir les personnes, parties et thèmes que nous préférons. Le format virtuel permet aussi d'utiliser la carte X de bien des façons, notamment de manière anonyme, ce qui permet d'avoir moins la pression du groupe pour expliquer un problème qu'en physique.
Malheureusement, à l'heure actuelle, aucune communauté de jeux de rôle française respecte les minorités ou même les femmes en général. Lorsqu'il y a le moindre problème, on est obligé de s'en occuper seul et sans soutien. Est-ce que, d'après votre expérience, les lignes et voiles des participantes bougent beaucoup au fil du parcours rôliste, ou c'est majoritairement lors de l'apprentissage de la notion, les premières parties qui suivent la découverte des lignes et voiles? D'après mon expérience, les lignes et voiles peuvent évoluer au fil du parcours des rôlistes. De mes observations et de mon vécu, il reste un noyau dur de lignes et voiles qui évolue très peu, voire pas du tout. Celui-ci est souvent en lien avec des traumas ou phobies. Ensuite, certaines peuvent graviter autour et venir ou repartir, notamment en lien avec l'actualité. J'ai déjà mis dans mes lignes et voiles les allusions au Covid, personnages politiques IRL ou attentats, afin de ne pas voir ressurgir en jeu des thèmes pesants quand le but était de m'en évader, et puis par phase, je ne les mets plus du tout. En lien avec les événements de vie personnelle extérieure au jeu de rôle. Un décès, une maladie spécifique, une situation personnelle ou professionnelle précise, parfois un prénom aussi. En lien avec les événements qu'on a vécus dans les parties de jeux de rôle récentes ou plus anciennes. C'est ainsi, à mon sens, que les lignes et voiles évoluent le plus profondément et dans la durée. Pas seulement en début de parcours rôliste, mais au gré de l'implication émotionnelle ou de la confrontation avec des situations difficiles en jeu, ou encore en lien avec une meilleure connaissance de soi. On s'apprend beaucoup en jeu de rôle. Je prendrai l'exemple d'un ou une joueur-joueuse qui disait au début d'une longue campagne que tout PNJ alentour pouvait mourir, même les plus proches de son PJ, voire qu'il les mettait pour que là où le MJ s'amuse avec. Au fil de la campagne, voyant son attachement pour certains PNJ, Yel a demandé à ce que rien de grave n'arrive à ces PNJ et qu'ils ne meurent pas. J'ai aussi donné plus tôt l'exemple des actes auto-agressifs et du suicide qui ont été mis dans les lignes après une séance de jeu, là où le MJ s'est rendu compte que c'était lourd émotionnellement pour lui en jeu. Selon la table avec laquelle on joue et la thématique du jeu, elles peuvent aussi évoluer. Dans certaines situations, avec une table restreinte et très safe, je peux mettre de côté une ligne pour aller explorer un pan d'histoire en jeu de rôle. J'en parle avant et je débriefe après. Parfois en campagne, il arrive aussi que là où le MJ vienne me voir pour me parler d'une situation qui pourrait s'approcher de mes lignes et voiles, me demande si je veux être spoilé ou pas et j'avise. Souvent je demande à être spoilé et je demande ou non des ajustements et c'est très sécurisant. Plus il y a d'implications émotionnelles et de bleed dans une partie, plus la question des lignes et voiles et de la sécurité émotionnelle en général se pose, et plus les lignes et voiles peuvent être revues. En longue campagne, où on passe 1 an et plus à se voir chaque semaine, on les revoit tous les 4 à 6 mois environ. Il arrive avant une partie qu'on se dise à l'oral « j'ai tel sujet perso compliqué en ce moment, donc si on pouvait éviter des références en partie, ce serait cool ». Souvent à mes tables, il y a un vent de compassion et de bienveillance et on ne creuse pas. Un petit message privé de soutien de temps à autre, mais c'est tout. Parfois, juste dire « c'est pas la grande forme aujourd'hui » suffit à avoir une attention accrue portée à la personne et à son personnage. On se demande d'ailleurs parfois entre nous s'il ne vaut pas mieux ajourner la séance de jeu, considérant l'état, quitte à faire autre chose ensemble ou séparément, et ce qu'il soit question de morale, de fatigue ou de maladie. Il n'est pas toujours obligé de se confier à toute la table d'ailleurs, parfois le faire à un ou une autre participant ou participante de confiance peut suffire. On ne réécrit pas toutes les lignes et voiles officielles de la table. Pensez-vous qu'utiliser des lignes et voiles n'a un impact qu'au sein du jeu, donc d'éviter les termes sensibles, ou ça a aussi des effets de bord sur le contenu hors jeu, par exemple pour la protection des minorités? Je pense que tout effort fait pour rendre nos loisirs et nos espaces fictifs plus inclusifs nous influence pour l'être nous-mêmes plus au quotidien. Si quelqu'un n'est pas capable de faire cet effort dans le cadre du jeu de rôle, je ne lui ferai pas confiance pour le faire dans n'importe quel autre contexte. C'est les histoires que l'on raconte qui sont en jeu, mais la table de jeu de rôle elle-même reste un espace hors jeu. Apprendre à prendre en compte des besoins qui ne sont pas les nôtres, c'est primordial pour créer des espaces accueillants, y compris envers les personnes minorisées. Sans que le jeu de rôle ne soit une thérapie, pouvoir aborder des sujets qui touchent à ses propres traumatismes dans un cadre sécurisant peut aussi aider à se sentir moins aliéné vis-à-vis de ses propres différences. Comment vous y prenez-vous pour expulser des personnes dangereuses à vos tables? Avez-vous déjà eu à faire face à de l'opposition suite à une décision de votre part en la matière? J'ai la technique des 3 chances. Au bout de la 3e fois où je préviens la personne de ses comportements, explique pourquoi et que la personne continue, c'est dégage de ma partie et blocage. Bien entendu, il y a des comportements, c'est dégage et blocage instantané. Par exemple, quand ils sont ouvertement méprisants, haineux des minorités, du féminisme, de la sécurité émotionnelle. Les pressions que j'ai eues pour que ces joueurs réintègrent mes parties alors qu'ils sont sur liste noire sont de plusieurs types. Le forcing et le harcèlement sur l'annonce de partie et sur mes réseaux sociaux, comme si l'exclusion du joueur était un débat. Les prises à partie en public, jusqu'aux insultes et menaces, comme si menacer quelqu'un donnait envie de jouer avec celui qui l'insulte. Ces forcing et intimidations, ils continuent en boucle alors qu'on leur a dit non plusieurs fois, ils se recréent des comptes, partent en cacahuète et en font un scandale planétaire,
peuvent être autant du joueur lui-même que de ses potes et connaissances, et même d'administrateurs ou modérateurs de communautés qui forcent et intimident pour que ces joueurs à problème soient acceptés partout. De facto, quand on exclut un rôliste, on en exclut 10, lui-même et ses 9 potes qui vont venir pleurer dans mes messages privés. Alors qu'on le rappelle, il n'y a rien de mal à ne pas jouer avec quelqu'un. Des fois ça fonctionne pas, c'est comme ça. Mais du fait du milieu masculiniste qu'est le jeu de rôle, lorsqu'une personne dit non, c'est un outrage. Et quand c'est une femme ou une minorité, c'est carrément un crime d'honneur. J'ai déjà reçu des menaces de violence et des diffamations car j'avais refusé de prendre telle et telle personne. Mais plus insidieusement, c'est les petites vengeances qui ont cours. Les joueurs exclus pratiquent le salissage de réputation et la diffamation des personnes qui les ont refusées, réinventant l'histoire pour être les petites victimes. Et eux sont crus, contrairement aux véritables victimes de leurs méfaits, car le milieu du jeu de rôle est particulièrement sexiste et masculiniste. Ce discours masculiniste du jeu de rôle, aujourd'hui, c'est le victim blaming, soi-disant que la MJ, la joueuse, n'a pas été assez ferme. Donc, les jugements, les contestations de témoignages se jouent comme si c'était un débat. Chez moi, il a rien fait. J'ai jamais vu ça dans mes parties de jeu de rôle, tu délires. T'avais qu'à utiliser la carte X. Oh, ça va, il est gentil mais pas méchant. C'est comme ça que l'on se retrouve avec des marches manquantes qui pourrissent en boucle les communautés, malgré les dizaines de signalements donnant au jeu de rôle une réputation méritée. J'ai désormais un logiciel d'enregistrement vocal et je prends des captures d'écran lors des comportements violents afin de me justifier plus tard si besoin est. C'est très facile dans le jeu de rôle de subir des intimidations lorsqu'on est une minorité. Il suffit juste d'exister. À la rigueur, dire non. La pression sociale et communautaire reste très forte à tolérer n'importe quoi, notamment lorsqu'on est en association, en professionnel. Dans les expériences où vous avez été la seule joueuse à livrer vos lignes et voiles, avez-vous eu des interactions étranges qui en ont découlé, du simple regard d'incompréhension jusqu'à des retombées en jeu? Je pense avoir déjà répondu à cette question. J'ajouterais que c'est parfois gênant. Cela donne l'impression de déranger. Parfois, cela explique ma préférence pour que ce soit en fait semi-anonyme. La frustration que vous pourriez avoir si vous n'aviez pas l'occasion d'explorer certains sujets en lien avec les lignes et voiles, n'est-elle d'une discordance d'attente? Exemple, vous souhaitez vous battre contre X et une autre participante met X en ligne, vous empêchant de ce fait de vous battre contre. Ou un sentiment de censure de certaines parties du jeu. Exemple, un univers qui aurait X comme caractéristique et une autre participante met X en ligne. Certaines propositions de jeux de rôle ou la création d'un personnage qui nous tient à cœur peuvent être particulièrement propices à certains sujets et nous donner envie d'aller assez loin dans une direction plus précise. Dans ce cas, on peut se sentir bridé dans nos attentes si le reste de la table n'est pas d'accord pour explorer les thèmes qui nous attirent. Il vaut mieux en discuter en amont pour savoir d'avance ce qui sera envisageable. Je pense que c'est surtout un problème qui peut toucher des personnes qui ont du mal à trouver des tables de jeux de rôle et n'ont pas le luxe de pouvoir monter une table avec des personnes qui auront des attentes similaires. Avec la démocratisation du jeu de rôle en ligne via les outils de Virtual Tabletop et Discord, il est de plus en plus facile de monter des tables sur mesure. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ces outils ou avec le fait de sociabiliser avec des inconnus. Comment jugez-vous la limite pour intervenir ou quitter la table? Arrivez-vous à la ressentir précisément avec l'expérience? Je viens souvent en amont de la partie et je regarde comment les joueurs et joueuses interagissent entre eux, si elles sont polies, ouverts, font du small talk, lisent les fiches, s'intéressent au jeu de rôle. Déjà, quand il y a de la pression dans l'air, si elles sont fermées, bras croisés et regard noir, ou avec des problèmes d'odeur corporelle, apparaissent négligées, ça sent pas très bon pour la suite. Pendant la partie, j'observe comment les joueurs et joueuses interagissent avec les PNJ, PJ femmes, LGBTQIA+, de la table. Est-ce qu'elles respectent ou les insultent et ou les ignorent? Est-ce qu'elles coupent la parole, manque de respect aux participantes et aux MJ? Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à repérer les comportements violents, mais j'avais cette alarme qui tintait souvent dans ma tête. Maintenant que je suis plus âgée, j'écoute cet instinct, cette alarme qui s'enclenche lorsque le malaise s'installe. Malheureusement, on n'entraîne pas les joueuses, notamment les jeunes joueuses, à s'écouter et à se protéger. Donc quand j'étais jeune, je supportais pendant des heures des vieux dégueulasses à mes parties, de peur de passer pour la méchante, niant cette alarme. Maintenant, je dis fermement les choses et ce qui ne va pas. Si ce sont des personnes qui m'intéressent ou font partie de ma communauté, mais si ce sont juste des gens lambda, je ne prends pas la peine de discuter. Je prétexte une excuse bidon pour partir. Avec un peu de chance, j'explique au MJ pourquoi. Par acquis de conscience, bien que la grande majorité, pour ne pas dire la totalité, ne font rien lorsqu'il y a un joueur à problème. Et des fois, j'ai la flemme de me battre contre des moulins à vent, donc j'ai d'autres excuses bidons. Même aujourd'hui, du fait des violences répétées lors des parties de jeux de rôle, je me sens souvent illégitime de partir de la table et à constater qu'il s'est passé des violences. J'ai encore parfois un long temps de digestion à traiter l'information, le danger. En effet, avec le gaslighting de la communauté, c'est très difficile d'avoir des personnes honnêtes envers qui se tourner pour avoir un deuxième avis. Et intérieurement, ça reste difficile. Mais je fais des efforts chaque jour pour m'écouter petit à petit. Quand vous êtes la seule joueuse à donner vos lignes et voiles, est-ce que vous avez la sensation que cela peut contribuer à délier la parole? C'est une bonne question.
C'est difficile à dire car j'ose en général demander les lignes et voiles et je brise souvent la glace. Difficile de dire si les personnes auraient parlé de toute façon ou si je facilite. Par contre, quand je me mets à parler de certaines situations, il est arrivé que certains ou certaines me disent « Ah ben évidemment, on parle pas de ça, hein !» ni de X, et elle ajoute un thème autre. Je demande alors l'autorisation de l'ajouter aux lignes et voiles officiellement. Peut-être aussi que mes lignes et voiles font partie des plus répandues, et qu'elles suffisent à protéger une majorité des personnes. Difficile de savoir, c'est un gros biais d'observation et de projection. J'ai fini avec le temps par avoir un groupe de rôlistes plus récurrent dans une communauté autour de moi où c'est communément admis d'utiliser les lignes et voiles. Les nouveaux ou nouvelles venus sont mis ou mises dans le bain avec les autres. Parfois, elles ne disent rien. Parfois, elles m'envoient un message privé pour ajouter un élément. Et parfois, elles valident les sujets déjà énoncés. Avec le temps, certains ou certaines apprennent à mieux se connaître et se respecter, et modifient ou ajoutent des lignes et voiles. Mais ça prend beaucoup de temps. Plus de 2 à 3 ans à jouer régulièrement ensemble pour les personnes auxquelles je pense. Je pense qu'en ce sens, avoir une ambiance ouverte et bienveillante, ainsi que quelques personnes qui le font, ou rappellent leurs limites, offre un cadre propice pour se lancer ou modifier leurs lignes et voiles. Je n'oublie pas non plus que certaines personnes se détournent du jeu de rôle après avoir vécu des situations violentes pour elles en partie, en raison de l'absence de sécurité émotionnelle et du manque de tact des rôlistes à la table. Cela concerne particulièrement des femmes, mais pas que. J'ai déjà eu quelques témoignages en ce sens, et parfois, revenir au jeu de rôle est une épreuve, alors qu'on parle initialement d'un loisir. Connaissez-vous des personnes dont la restriction d'évocation de certains sujets, en lien avec les lignes et voiles, est un réel problème et nuit à leur expression au sein de ce loisir ? Non. Ça m'a déjà été exprimé en disant plus ou moins « je dois déjà faire gaffe à plein de trucs dans la vraie vie, je ne veux pas me prendre la tête également en jeu de rôle ». Lorsque j'ai répondu en retour que les personnes pour qui ces sujets sont des problèmes dans la vraie vie ont encore moins à subir ça à nouveau en jeu de rôle, ça a toujours suffi à régler la question. Dans un loisir comme dans la vie, il est normal de se restreindre si notre entourage en a besoin. Les vrais problèmes que j'ai pu constater en jeu de rôle étaient bien plus des incompatibilités de caractère entre joueurs et joueuses, ou bien des personnes qui n'apprécient pas leurs interactions avec le personnage d'un autre ou d'une autre joueuse. De mon expérience, les personnes qui se soucient de la sécurité émotionnelle en jeu de rôle sont également des personnes qui veulent s'assurer du plaisir de jeu de chacun et de chacune, ce qui a tendance à créer des tables plus faciles et agréables à gérer. Passer les premières réactions de réticence lorsqu'on ne connaît pas ces outils et qu'on a peur de débordements possibles, on constate généralement que tout se passe très bien et qu'il est finalement très rare d'avoir réellement besoin de se restreindre sur quelque chose qui nous tient à cœur. En rapport avec la construction de vos propres lignes et voiles, se sont-elles construites petit à petit ou y a-t-il eu des prises de conscience identifiables sur certains sujets ? Mes lignes et voiles se sont construites petit à petit. Je découvre tous les jours de nouvelles choses aussi, de nouveaux jeux de rôle, de nouveaux thèmes, de nouveaux outils. Encore aujourd'hui, je me recherche au niveau de mes limites, jusqu'où elles vont et quelles sont-elles. C'est une quête très personnelle, de groupe, mais aussi professionnelle. Où est-ce que je veux qu'en tant qu'auteur, autrice, la narration aille ? Par rapport à il y a 10 ans, quand j'ai débuté le jeu de rôle à 20 ans, je peux utiliser une pluralité de thèmes durs. Racisme, sexisme, LGBTQIA+, phobie, thèmes de violence-agression, de manière affirmée et respectueuse. Cela m'a permis une liberté de création que je n'avais pas auparavant, car les lignes et voiles m'ont appris à me documenter déjà sur les outils de sécurité émotionnelle, puis d'en apprendre plus sur les joueurs et joueuses et sur moi-même en essayant ce genre d'outils. Les lignes et voiles ont été pour moi une véritable porte vers l'empathie, le vivre ensemble, et le bonheur d'adapter l'histoire avec mes lignes et voiles pour raconter les plus belles histoires, justement. Cela m'a fait comprendre de nombreuses réalités sociales et politiques. Les lignes et voiles ont été pour moi le début d'une grande aventure personnelle, politique et créative. Je pense que sans les outils de sécurité émotionnelle, j'aurais abandonné le jeu de rôle à cause de son climat violent et toxique. Je suis heureuse d'être à cette époque pour profiter du jeu de rôle avec une meilleure sécurité. Merci pour elles d'avoir écouté leur témoignage. Je remercie une dernière fois les participantes à cette enquête d'avoir fourni des réponses aussi précieuses et riches d'enseignements. Les transcriptions des entretiens sont disponibles en description, ainsi que l'article d'analyse des résultats des 2 phases de ce travail, le questionnaire commun et les entretiens individuels. Je vous laisse également des ressources pour compléter et approfondir sur les questions de sécurité émotionnelle. N'hésitez pas à faire tourner ce document ou la présente vidéo dans vos cercles rôlistes. Les observations et conclusions que nous en avons tirées sont des hypothèses de travail, à destination de toutes les actrices du milieu. Vous pouvez aider, quelle que soit votre position dans le milieu, à construire des espaces plus bienveillants pour toutes. Que ce soit en proposant des chartes, d'utiliser des outils, en affichant publiquement votre soutien, en prenant position avec les personnes mises en difficulté, en parlant autour de vous. Écoutez et relayez la parole des concernés. Tout peut être un bon prétexte pour s'emparer des questions de sécurité émotionnelle.
Nous avons toutes des responsabilités, à la fois collectives et individuelles, pour améliorer nos cercles, pour en obtenir le meilleur, qui que l'on soit, au sein de ces communautés.